Ma compagne m'a annoncé, je vais utiliser ton échantillon de sperme sans ton consentement. La clinique m'a informé qu'elle ne pouvait pas l'en empêcher. J'avais fait ce dépôt avant mon traitement contre le cancer. J'ai répliqué, c'est illégal. J'ai alors contacté mon avocat et j'ai déposé un recours en référé contre la clinique. C'est à ce moment-là qu'ils ont révélé que ma compagne avait falsifié ma signature sur les formulaires d'autorisation. J'ai 31 ans. À 26 ans, on m'a diagnostiqué un cancer des testicules. Stade 3, détecté tardivement parce que j'étais l'idiot typique de 26 ans qui a ignoré les symptômes pendant des mois. Quand je me suis enfin décidé à consulter un médecin, la maladie s'était propagée à quelques ganglions lymphatiques. Le plan de traitement consistait en une chirurgie lourde suivie de 3 cycles de chimiothérapie BEP. Mon oncologue m'a pris à part avant de commencer et m'a expliqué très directement que la chimio avait une forte probabilité d'affecter ma fertilité. Cela pouvait être temporaire ou permanent. Impossible de le savoir avant la fin. Il m'a recommandé de faire congeler mon sperme avant le traitement. C'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu dans une clinique de fertilité, j'ai suivi tout le protocole, la salle d'attente gênante, le petit gobelet gênant, tout était gênant, et j'ai mis en banque 3 échantillons. Chacun a été cryoconservé et stocké à mon nom, avec des formulaires de consentement très spécifiques. Ces documents stipulaient que les échantillons étaient ma propriété, que personne ne pouvait y accéder, les utiliser, les transférer ou les détruire sans mon autorisation écrite. Et que toute délivrance d'échantillons nécessitait ma signature sur un formulaire d'autorisation spécifique au moment de la demande. J'ai lu chaque page. J'ai paraphé chaque clause parce que j'avais 26 ans et que je faisais face à la possibilité que ces flacons congelés soient la seule chance que j'aurais jamais d'avoir des enfants biologiques. Et je n'allais pas laisser la paperasse être ce qui me gâcherait cette chance. J'ai vaincu le cancer. Cela a pris environ 8 mois de traitement et de convalescence. Et les scanners de suivi ont été impeccables pendant 4 ans. Je suis techniquement en rémission. Je continue de passer des contrôles tous les 6 mois. La chimio a bel et bien affecté ma fertilité. Mon taux de spermatozoïdes après le traitement est extrêmement bas. Pas 0, mais fonctionnellement proche de 0. Mon endocrinologue spécialisé en reproduction m'a dit qu'une conception naturelle serait hautement improbable et que les échantillons conservés étaient ma meilleure option réaliste pour avoir des enfants biologiques un jour. Ces échantillons sont, d'un point de vue médical, irremplaçables. J'ai besoin que les gens comprennent ça. On ne peut pas simplement en produire d'autres. Ce qui est dans ce congélateur, c'est tout ce que j'ai. Point final. J'ai commencé à sortir avec ma compagne il y a environ 2 ans. Elle a 29 ans. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un dîner d'anniversaire. Elle était intelligente, ambitieuse, drôle, avec un humour pince sans rire que j'appréciais. Le courant est vite passé. Vers le 4e mois de notre relation, je lui ai parlé du cancer, du traitement, de ma situation de fertilité. Je pense qu'il faut être franc sur ces choses-là. Si quelqu'un doit s'engager sérieusement avec moi, il doit connaître toute la situation. Elle a été formidable à ce sujet. D'un grand soutien, compréhensive, elle a dit exactement ce qu'il fallait. Nous trouverons une solution le moment venu. Il y a tellement d'options. L'important, c'est que tu sois là. Je me sentais chanceux. Au cours de l'année et demie qui a suivi, la relation est devenue sérieuse. Nous avons parlé de l'avenir, du moment où nous emménagerions ensemble, de notre désir d'avoir des enfants, et nous étions tous les deux d'accord. Nous avons aussi discuté de la façon dont nous aborderions les problèmes de fertilité lorsque nous serions prêts. Je lui ai dit que les échantillons étaient stockés à la clinique et que lorsque nous déciderions ensemble, en tant que couple engagé et prêt à fonder une famille, nous suivrions le processus médical et légal approprié. Elle a hoché la tête. Elle semblait comprendre. Il y a environ 3 mois, elle a commencé à parler d'enfants plus fréquemment. Pas de manière décontractée, mais en fixant un calendrier précis. Je veux être enceinte avant mes 30 ans. Ma sœur vient d'avoir son 2e, et j'ai l'impression d'être à la traîne. Nous devrions bientôt commencer le processus. Je lui ai dit que je n'étais pas encore prêt. Je voulais d'abord que nous emménagions ensemble, qu'elle mette de l'ordre dans ses finances, peut-être nous fiancer. Des étapes normales. Elle était frustrée, mais semblait l'accepter. Elle ne l'avait pas accepté. Il y a 2 semaines, elle m'a appelé au milieu d'un mercredi après-midi. J'étais au travail.
Je suis maîtreur pour une entreprise du bâtiment. Mes journées sont donc un mélange de tableurs et de visites de chantier. Je suis sorti pour prendre l'appel. Elle, alors, je suis allé à la clinique aujourd'hui. Moi, quelle clinique? Elle, ta clinique de fertilité. J'y suis allé pour commencer le processus. Moi, quel processus? Elle, le processus d'insémination. Je leur ai donné ton nom et je leur ai dit que j'étais ta compagne et que nous avions décidé d'utiliser un de tes échantillons. Ils ont sorti ton dossier. Mon corps tout entier s'est glacé. Debout sur un parking en plein soleil, j'ai eu l'impression d'être plongé dans de l'eau glacée. Moi, tu as fait quoi? Elle, j'utilise ton échantillon. Nous avons parlé de notre envie d'avoir des enfants. J'en ai marre d'attendre que tu sois prêt. Alors, je lance le processus. Moi, tu ne peux pas simplement entrer dans une clinique et demander le matériel reproductif de quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des formulaires de consentement, des exigences légales. Je dois donner mon autorisation. Elle, je m'en suis déjà occupé. J'ai rempli les papiers et j'ai signé. Moi, tu as signé des formulaires de consentement? Elle, ils avaient besoin de ta signature sur un formulaire d'autorisation. Je l'ai signé. Ce n'est pas grave. Nous sommes en couple. C'est pratiquement la même chose. Je voudrais décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais les mots me manquent sincèrement. C'était un mélange d'effraction intime et de terreur. Ces échantillons existent parce que j'ai eu un cancer. Ils existent parce qu'un médecin m'a dit que je ne pourrais peut-être jamais avoir d'enfant biologique. Et j'ai pris la décision difficile et vulnérable de préserver cette possibilité. Et cette femme, quelqu'un que j'aimais, quelqu'un à qui j'avais confié les informations médicales les plus personnelles que j'avais, est entrée dans une clinique et a imité ma signature sur un document juridique pour me prendre cela sans que je le sache et sans mon consentement. Moi, c'est un faux et usage de faux. C'est illégal. Et tu ne peux pas utiliser mes échantillons sans mon consentement explicite et vérifié. Elle, oh mon Dieu, tu es tellement dramatique. Nous sommes ensemble. Nous voulons la même chose. J'ai juste avancé un peu le calendrier. Moi, tu as imité ma signature sur un formulaire de consentement médical. Elle, j'ai signé ton nom sur un formulaire pour quelque chose que nous voulons tous les deux. Arrête de traiter ça comme un crime. Moi, c'est un délit. Et cette conversation est terminée. Ne contacte plus jamais la clinique. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Je suis resté assis dans ma voiture pendant environ 20 minutes. Puis, j'ai commencé à passer des appels. Premier appel, mon avocat. Je n'ai pas d'avocat attitré ou quelque chose de ce genre. J'ai un type à qui j'ai fait appel quand j'ai acheté mon appartement il y a 3 ans, un avocat en droit immobilier, mais il est malin et a des contacts. Quand je lui ai expliqué la situation, il a dit, ce n'est pas mon domaine, mais je sais exactement qui appeler. Et il m'a donné le nom d'une avocate spécialisée en droit de la famille et de la bioéthique. Oui, c'est une vraie spécialité. Je ne le savais pas non plus. Deuxième appel, l'avocate spécialisée. Elle a décroché, j'ai expliqué la situation en 3 minutes environ et il y a eu un court silence. Puis elle a dit, elle est allée à la clinique il y a combien de temps? Moi, aujourd'hui. Il y a quelques heures. Elle, un acte médical a-t-il été pratiqué? Moi, je ne sais pas. Elle, nous devons le savoir immédiatement. Je vais rédiger une mise en demeure d'urgence pour la clinique tout de suite. Quel est le nom de la clinique? Je lui ai donné les informations. Elle a dit qu'elle enverrait un document à la clinique dans l'heure et que je devais aussi appeler l'établissement directement. Troisième appel, la clinique. C'est là que ça s'est compliqué. J'ai appelé l'accueil et j'ai demandé à parler à quelqu'un concernant mon dossier. On m'a transféré à une coordinatrice. J'ai expliqué que quelqu'un était venu en se faisant passer pour ma compagne et avait signé un formulaire d'autorisation en mon nom sans ma connaissance ni mon consentement. La coordinatrice m'a mis en attente pendant 11 minutes. J'ai compté. Quand elle est revenue, son ton avait complètement changé. Très prudent, très mesuré. Monsieur, je dois vous informer que nous avons bien reçu un formulaire d'autorisation aujourd'hui avec votre nom dessus. Le document autorisait la remise d'un échantillon à votre compagne pour une insémination intra-utérine prévue la semaine prochaine. Moi, je n'ai pas signé ce formulaire. Je n'ai pas autorisé cette remise.
La signature est un faux. Une autre longue pause. Elle, nous allons bloquer cette demande immédiatement. Aucun échantillon ne sera délivré. Je dois faire remonter cela à la direction de la clinique et à notre service juridique. Pouvons-nous vous fixer un rendez-vous demain pour vérifier votre identité et examiner les documents? Moi, j'y serai à 8 heures. Je suis rentré chez moi ce soir-là et ma compagne était dans mon appartement. Elle a une clé. Elle était sur le canapé en train de regarder la télé comme si absolument rien ne s'était passé. Comme si elle n'avait pas commis un faux et tenté une fraude 6 heures plus tôt. Elle, tu as mangé? Je pensais qu'on pourrait commander taille. Moi, j'ai appelé la clinique. J'ai appelé un avocat. Ta demande a été bloquée. Rien ne sera délivré. Son visage est passé par environ 4 expressions différentes en 2 secondes. Elle, tu as appelé un avocat? Tu te moques de moi. Moi, tu as falsifié ma signature sur un document médical légal. Tu pensais qu'il allait se passer quoi? Elle, je pensais que tu verrais que j'étais sérieuse à propos de notre avenir et que tu arrêterais de traîner les pieds. Moi, notre avenir ne commence pas par un acte frauduleux de ta part. Elle, fraude? Je suis ta compagne. Je ne suis pas une inconnue dans la rue. Nous avons parlé d'avoir des enfants ensemble. J'ai juste pris des initiatives. Moi, prendre des initiatives, c'est prendre un rendez-vous pour une thérapie de couple. Ce que tu as fait est un délit pénal. Rends-moi ma clé. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit que je réagissais de manière excessive. Elle m'a dit que j'utilisais mon cancer comme une arme contre elle. Celle-là. Utiliser mon cancer comme une arme. Je veux que tout le monde réfléchisse à cette phrase une seconde. Elle a essayé d'utiliser mon sperme conservé sans mon consentement, puis m'a accusé d'utiliser mon cancer comme une arme. L'audace était presque artistique. Elle est partie. J'ai fait changer mes serrures le lendemain matin. Plus de détails dans la mise à jour, car ce n'était que le début. Mise à jour 1, 8 jours plus tard. La réaction à ma publication d'origine a été intense. Beaucoup de gens ont partagé leurs propres histoires de fertilité, et je veux que vous sachiez tous que je les ai lues. Ces choses sont profondément personnelles, et le fait que les gens se soient ouverts compte beaucoup. Ok, voici ce qui s'est passé. Jour 1, après les appels téléphoniques, je suis allé à la clinique à 8 heures du matin. J'ai rencontré la responsable de la conformité et un juriste de l'établissement. Ils avaient affiché le formulaire d'autorisation sur un écran. J'ai regardé la signature. Ce n'était même pas une bonne imitation. Elle avait signé mon nom légal complet avec sa propre écriture. Son écriture arrondie et pétillante qui ne ressemble en rien à mon écriture en lettres capitales. Elle n'avait même pas essayé de reproduire ma vraie signature. Elle avait juste écrit mon nom comme si elle signait une carte d'anniversaire. La responsable a confirmé que le formulaire avait été soumis en personne par une femme s'identifiant comme ma compagne. L'employé de l'accueil qui l'a traité était une nouvelle recrue qui, et cette partie est importante, n'a pas vérifié l'identité de la signataire car la femme semblait connaître les détails du dossier. Mon ex connaissait ma date de naissance, mon numéro de dossier, qui se trouvait sur un courrier que j'avais laissé dans un tiroir de bureau de mon appartement, et la date approximative de la conservation. La responsable semblait profondément mal à l'aise. Elle a dit, nous avons un protocole de vérification pour exactement cette situation. Une pièce d'identité officielle correspondant au nom du titulaire du dossier. Il n'a pas été respecté. C'est une grave défaillance interne et nous y remédions. Mon avocate avait envoyé à la clinique une mise en demeure formelle pendant la nuit. Essentiellement, une exigence légale ordonnant que tous les échantillons restent congelés et intacts. Aucune exception en attendant la résolution du litige. La clinique a confirmé la réception et a accepté de s'y conformer. Ensuite, la responsable m'a dit quelque chose qui a jeté un froid dans la pièce. Elle, je tiens également à vous informer que le formulaire soumis par votre compagne autorisait l'utilisation d'un échantillon pour une procédure d'insémination. Le rendez-vous était prévu dans 6 jours. Si cela n'avait pas été signalé, l'échantillon aurait été décongelé et préparé dans les 48 heures précédant le rendez-vous. Une fois décongelé, il ne peut pas être recongelé. Rendez-vous compte. Si je n'avais pas appelé, si j'avais balayé ça d'un revers de main, si je l'avais cru quand elle a dit que tout allait bien, mon échantillon aurait été détruit. L'un de mes 3 flacons irremplaçables, parti, utilisé sans ma connaissance ni mon consentement pour une grossesse.
Je n'ai rien autorisé avec une personne qui venait de commettre un faux pour que cela se produise. J'ai demandé à la responsable de fournir une déclaration écrite documentant le formulaire falsifié, l'échec de la vérification de l'identité et la chronologie des événements. Elle a accepté. Jour 3, mon avocate a déposé une plainte formelle contre mon ex auprès du procureur de la République. En France, falsifier une signature sur un formulaire de consentement médical est un délit grave. Cela relève du faux et usage de faux. De plus, tenter d'obtenir le matériel reproductif de quelqu'un par la tromperie est une infraction sévèrement réprimée au regard des lois de bioéthique. Mon avocate m'a dit que la législation française était très stricte sur ces points. Elle a également déposé une requête en référé, une procédure d'urgence pour obtenir une ordonnance du juge interdisant légalement à mon ex de contacter la clinique, d'accéder à mon dossier ou de tenter d'obtenir mon matériel reproductif par quelque moyen que ce soit. Le juge a accordé l'ordonnance provisoire le jour même. Elle a été signifiée à mon ex sur son lieu de travail par un huissier de justice, car mon avocate a dit que la signification sur le lieu de travail était le moyen le plus fiable de confirmer la bonne réception. Apparemment, se faire remettre des documents juridiques par un huissier à son bureau devant ses collègues fait forte impression, car dans l'heure qui a suivi, mon téléphone a commencé à exploser. D'abord, mon ex depuis un nouveau numéro. Je l'ai bloqué. Tu m'as fait signifier les papiers au travail. Tout le monde a vu l'huissier. Tu sais à quel point c'était humiliant? J'ai fait une capture d'écran. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré le message à mon avocate. Ensuite, sa mère a appelé. J'avais rencontré cette femme 3 fois. Des fêtes et un dîner d'anniversaire. Elle semblait assez agréable. Ça s'est terminé avec cet appel téléphonique. Sa mère, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu envoies un huissier à ma fille à son travail pour une histoire de bébé. Elle veut avoir ton bébé, et c'est comme ça que tu la traites. Moi, madame, votre fille est allée dans une clinique de fertilité. A imité mon nom sur un formulaire de consentement médical et a tenté d'obtenir mes échantillons de sperme sans ma connaissance ni mon consentement. Des échantillons qui existent parce que j'ai eu un cancer. Elle ne me l'a pas demandé. Elle a falsifié ma signature. C'est un délit pénal. Sa mère, elle m'a dit que vous aviez convenu d'essayer. Moi, nous n'avions rien convenu. Elle en a parlé. J'ai dit que je n'étais pas prêt. Elle a agi dans mon dos. Sa mère, eh bien, peut-être que si tu ne l'avais pas fait mariner pendant 2 ans, elle n'aurait pas ressenti le besoin de prendre les choses en main. Moi, prendre les choses en main. Vous décrivez un délit et vous le présentez comme de l'émancipation. Votre fille a falsifié des documents légaux. Ce n'est pas prendre des initiatives. C'est une grave infraction. Sa mère, tu ne peux pas jouer à la victime ici. C'est elle qui veut une famille. C'est toi qui n'arrêtes pas de gagner du temps. Peut-être que la vraie question est de savoir pourquoi tu ne veux pas d'enfant avec ma fille. Moi, la vraie question est de savoir pourquoi votre fille pense que la falsification est un moyen acceptable d'obtenir ce qu'elle veut. Cette conversation est terminée. Elle a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Puis elle a envoyé un texto, si tu ne laisses pas tomber ces absurdités légales, notre famille s'assurera que tout le monde sache quel genre d'homme tu es. J'ai aussi fait une capture d'écran de ça, parce qu'à ce stade, tout allait dans le dossier. Jour 5, mon avocate a reçu un appel de l'avocat de mon ex. Elle en avait trouvé un. La position d'ouverture de son avocat était créative. Il a fait valoir que, comme nous étions dans une relation engagée et avions discuté d'avoir des enfants ensemble, mon ex avait une attente raisonnable que les échantillons soient partagés et que signer mon nom était un raccourci administratif, pas une fraude. La réponse de mon avocate, telle qu'elle me l'a racontée. Votre cliente a commis un faux et usage de faux sur un formulaire de consentement médical dans une clinique de reproduction. Le formulaire exige spécifiquement la signature vérifiée du titulaire du dossier car il s'agit d'échantillons biologiques irremplaçables conservés en raison d'un diagnostic de cancer. Il n'y a eu aucun accord verbal. Aucun accord écrit, aucun accord implicite. Votre cliente a agi unilatéralement. J'ai le document falsifié. Le rapport interne de la clinique confirmant le faux et un échange de textos où votre cliente déclare explicitement qu'elle est allée à la clinique sans que mon client le sache. Je vous recommande de conseiller à votre cliente de se concentrer sur l'affaire pénale car le parquet a déjà été saisi. Son avocat a demandé si nous envisagerions de retirer la plainte pénale en échange d'un arrangement civil.
Mon avocate me l'a demandé, j'ai répondu au non. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de quelqu'un qui a essayé de s'emparer de mon avenir reproductif sans mon consentement, et je voulais que ce soit consigné officiellement. La suite dans la dernière mise à jour. L'affaire pénale et la réponse de la clinique sont là où tout cela se rejoint. Mise à jour 2. Finale, 22 jours plus tard, la dernière. Ce fut le mois le plus épuisant de ma vie, et je dois clore ce chapitre. Laissez-moi reprendre là où je m'étais arrêté. Son avocat a essayé de négocier. Nous avons refusé. La plainte pénale a suivi son cours, mais entre-temps, mon ex a fait un dernier coup d'éclat qui, je pense, capture parfaitement qui elle est. Jour 8 après l'incident d'origine, mon ex a envoyé un long courriel à partir d'une nouvelle adresse, puisque j'avais tout bloqué, à 3 de mes amis proches. Le message était un chef-d'œuvre de révisionnisme historique. Elle leur a dit que nous prévoyions d'avoir un bébé ensemble depuis des mois, que je lui avais donné la permission verbale de commencer le processus à la clinique. Et que j'utilisais maintenant le système judiciaire pour la punir d'être allée de l'avant avec quelque chose que nous voulions tous les deux. Elle a terminé le message en disant « Je pense que vous devriez savoir quel genre d'homme est vraiment votre ami. » Il m'a encouragé à vouloir une famille et m'a ensuite humilié avec des avocats et la police quand j'ai essayé de concrétiser la chose. 2 de mes amis m'ont transféré le message sans commentaire et ont attendu mes explications. Le 3e, mon ami le plus ancien, que je connais depuis le lycée, m'a appelé immédiatement et m'a dit « Mec, ça ressemble à quelqu'un qui est terrifié et qui réécrit l'histoire aussi vite qu'elle le peut. De quoi as-tu besoin de ma part ?» J'ai expliqué toute la situation aux 3. Je leur ai montré l'échange de textos où elle disait explicitement « Je suis allé à la clinique et j'ai signé sans aucune discussion ou accord préalable. » Je leur ai montré l'ordonnance du tribunal. Je leur ai montré le rapport de conformité de la clinique. Absolument tous ont dit la même chose. C'est de la folie. Nous te soutenons. Mon ex ne le savait pas, mais envoyer un message à mes amis était une erreur tactique pour 2 raisons. Premièrement, cela m'a donné 3 témoins supplémentaires qui pourraient attester qu'elle essayait activement de construire un faux récit. Deuxièmement, l'un de ses amis travaille comme assistant juridique dans un cabinet d'avocats, pas avocat lui-même, mais quelqu'un qui comprend les procédures judiciaires et a immédiatement reconnu son message comme une tentative de subornation de témoins potentiels. Il l'a signalé à mon avocate de son propre chef. Mon avocate a ajouté ces messages au dossier et les a notés comme preuve de sa conscience de culpabilité. Jour 12, le parquet a officiellement engagé des poursuites contre mon ex. 2 chefs d'accusation. Chef 1, faux et usage de faux. Avoir sciemment signé le nom d'une autre personne sur un document juridique avec l'intention de frauder. Chef 2, tentative d'escroquerie au jugement et fraude médicale. Tenter d'obtenir du matériel reproductif par la tromperie, ce qui constitue une violation grave en France. Ces 2 délits, combinés, la rendaient passible d'une peine de prison potentielle, bien que mon avocate m'ait dit que de façon réaliste, sans antécédent, elle ferait probablement face à un sursis probatoire. Des amendes et une inscription au fichier de son casier judiciaire si elle était condamnée. Son avocat a de nouveau pris contact après l'annonce des poursuites. Cette fois, le ton était différent. Moins négocions et plus mettons fin à tout ça. Il a proposé que mon ex plaide coupable via une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour un délit moins grave, paie mes frais d'avocat, se soumette à une interdiction de contact et accepte de ne plus jamais contacter la clinique. Mon avocate m'a demandé ce que je voulais. J'y ai réfléchi pendant 2 jours entiers. C'est ici que je dois être honnête avec vous. Une partie de moi voulait aller jusqu'au bout, le procès pénal complet, la condamnation publique, parce que ce qu'elle a fait n'était pas une erreur. C'était une atteinte délibérée et planifiée à mon autonomie reproductive. Elle a fait des recherches sur la clinique. Elle a trouvé mon numéro de dossier. Elle s'y est rendue. Elle a rempli des formulaires. Elle a imité mon nom. Elle a programmé une intervention. Chacune de ces étapes était une décision consciente de bafouer mon consentement concernant la chose la plus personnelle qu'il me reste après que le cancer m'ait pris. Mais une autre partie de moi, la partie épuisée et endeuillée du survivant du cancer, voulait juste que ce soit terminé. Je voulais que mes échantillons soient en sécurité, que mes droits soient actés et que cette personne disparaisse définitivement de ma vie. Insister pour un procès classique signifierait des mois supplémentaires de procédure, de témoignages, de revivre tout cela publiquement. Mon avocate a été honnête.
Une procédure de reconnaissance de culpabilité n'est pas la justice au sens poétique du terme, mais c'est une résolution, et cette résolution a de la valeur. Je lui ai dit de contre-proposer avec des conditions modifiées. Voici ce que nous avons exigé. Premièrement, elle reconnaît sa culpabilité pour le délit de faux et usage de faux. Un aveu officiel devant le juge actant qu'elle a falsifié ma signature. Deuxièmement, une ordonnance de protection et d'éloignement de 5 ans. Pas un simple accord amiable, une interdiction émise par le tribunal. Elle ne peut pas me contacter, ni ma famille, ni mes amis, ni mon employeur, ni aucune clinique de fertilité où j'ai stocké des échantillons. Troisièmement, le remboursement intégral de mes frais de justice, 8 700 €, chaque centime. Quatrièmement, elle est définitivement interdite d'accès à tout dossier de clinique de reproduction associé à mon nom. C'était une condition spéciale rédigée par mon avocate qui nécessitait l'approbation du juge, et c'est apparemment inhabituel, mais pas sans précédent dans les cas de fraude reproductive. Cinquièmement, elle écrit une lettre d'excuse formelle, pas à moi, à la clinique, spécifiquement à la jeune employée qui a traité son formulaire falsifié et qui a fait l'objet d'une enquête administrative à cause de la faille de sécurité que mon ex a exploitée. Ce membre du personnel, une femme de 23 ans dans sa première année à la clinique, a failli être licenciée à cause des actions de mon ex. Je ne voulais pas qu'elle paie pour le délit de quelqu'un d'autre. Son avocat a contesté le point 5, affirmant que c'était inhabituel et inutilement humiliant. Mon avocate a répondu, le délit de votre cliente a mis en péril le travail d'une employée innocente. Une lettre reconnaissant cela est le minimum de décence humaine que nous demandons. Étant donné que l'alternative consiste à aller jusqu'au procès public pour des délits graves. Je suggérerais à votre cliente de trouver la force d'écrire 3 paragraphes. Ils ont accepté les 5 conditions. Jour 19, l'audience d'homologation au tribunal. J'y étais. Mon avocate y était. Mon ex y était avec son avocat. Sa mère était dans le public. Son père n'y était pas. J'ai entendu plus tard qu'il avait refusé de venir. Pensez en ce que vous voulez. Le juge a examiné l'accord. Il a demandé directement à mon ex, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? À savoir le délit de faux et usage de faux? Reconnaissez-vous avoir sciemment signé le nom d'une autre personne sur un formulaire de consentement médical dans une clinique de reproduction sans la connaissance ni l'autorisation de cette personne? Mon ex, oui, monsieur le juge. C'était tout. 4 mots, la voix la plus petite et la plus silencieuse que j'ai jamais entendue de sa part. Pas de larmes, pas de drame, pas de discours. Juste oui. Et dans ce oui se trouvait la reconnaissance légale de tout ce qu'elle avait fait. Le juge a homologué l'accord, l'a condamné à 2 ans de prison avec sursis probatoire, au versement des 8 700 € de dommages et intérêts pour mes frais, et à toutes les conditions que nous avions spécifiées. L'interdiction de contact a été prononcée. L'interdiction d'accès à la clinique a été approuvée. La condamnation pour le délit de faux est définitive. Elle apparaîtra sur son casier judiciaire. Après l'audience, dans le couloir du tribunal, sa mère est passée devant moi. Elle n'a pas parlé, mais elle m'a regardé avec un pur mépris, comme si j'avais fait quelque chose d'impardonnable en tenant sa fille responsable d'avoir imité mon nom sur un document médical. Le sentiment de toute puissance dans cette famille est plus profond que je ne le comprendrai jamais. Dans le monde de sa mère, sa fille voulait un bébé, et vouloir un bébé si fort justifie apparemment tout. Je suis sorti du tribunal et je me suis assis dans ma voiture sur le parking. La même chose que j'avais faite le jour où tout cela a commencé. Je suis juste resté assis, j'ai fixé le vide et j'ai accusé le coup. Mon avocate était retournée à l'intérieur pour gérer la paperasse. J'étais seul. J'ai appelé le cabinet de mon oncologue, pas pour une raison médicale. J'avais juste besoin d'entendre la voix de l'infirmière. Une femme qui avait été avec moi pendant chaque perfusion de chimio, chaque prise de sang, chaque scanner terrifiant. Elle a décroché et j'ai dit, bonjour, c'est moi. Je voulais juste vérifier mon prochain rendez-vous. Elle m'a dit que c'était dans 3 mois. Et elle m'a demandé comment j'allais. J'ai dit, mieux que le mois dernier. Elle a répondu, c'est comme ça que ça marche, un mois après l'autre. Elle ne sait rien de la situation juridique. Elle me connaît juste comme un patient. Mais lui parler m'a rappelé quelque chose que j'avais perdu de vue à travers tous les avocats, les audiences et les couloirs du tribunal. J'ai survécu au cancer. J'ai survécu à la pire chose qui soit jamais arrivée à mon corps.
Et les échantillons de cette clinique, ceux que mon ex a essayé de me voler, existent parce que j'ai pris une décision intelligente et prudente à 26 ans pour préserver mon avenir. Ces flacons sont toujours là. 3 d'entre eux, congelés et en sécurité, et ils sont à moi. La clinique a licencié la responsable de la conformité qui supervisait le processus d'accueil. La jeune employée, celle de 23 ans, a été gardée après qu'une enquête interne a déterminé qu'elle avait été insuffisamment formée sur les protocoles de vérification. Mon avocate a confirmé que la lettre d'excuse avait été reçue par la clinique et transmise à l'employé. Je ne sais pas ce qu'elle disait. J'espère qu'elle était sincère. J'en doute. La clinique a également revu ses procédures de remise d'échantillons. Une vérification d'identité à 2 facteurs est désormais requise. Une pièce d'identité officielle plus une confirmation biométrique au moment de la remise de tout échantillon. Mon avocate a déclaré que la propre équipe juridique de la clinique réclamait cette mise à niveau depuis des années et que cet incident avait accéléré le calendrier. Donc, quelque chose de positif en est sorti, même si cela découlait d'une situation terrible. Voici où j'en suis. Je suis célibataire. Je suis fatigué. Mon appartement est silencieux d'une manière qui me semblait autrefois paisible, et qui maintenant semble parfois juste vide. Je fais toujours des cauchemars à propos de cet appel téléphonique, celui où elle m'a dit « Je suis allée à la clinique aujourd'hui » avec la même légèreté que si elle m'annonçait qu'elle était allée faire des courses au supermarché. La désinvolture de la chose, la certitude absolue dans sa voix qu'elle avait droit à mon matériel biologique parce qu'elle voulait un bébé et que je mettais trop de temps à accepter. C'est ce qui me hante sans cesse. Pas le délit, pas la bataille juridique, mais ce sentiment de toute puissance, la conviction que son désir d'enfant primait sur mon droit au consentement. J'ai 3 flacons dans le congélateur d'une clinique. Ils sont à moi. Ils y resteront jusqu'à ce que je décide avec la bonne personne, au bon moment, que je suis prêt. Et être prêt signifie une décision mutuelle prise par 2 personnes qui se respectent suffisamment pour avoir cette discussion au préalable. Mon prochain contrôle oncologique est dans 11 semaines. Toujours impeccable. Toujours là. C'est la seule chose qui compte vraiment. Merci de m'avoir lu. Commentaire, cette épreuve m'a profondément marqué, mais elle a aussi renforcé ma conviction qu'il est essentiel de poser ses limites. J'ai appris que le respect de soi et de son propre consentement n'est jamais négociable, en aucune circonstance. Choisir sa paix intérieure, même face aux tempêtes, est une forme de courage souvent sous-estimée. Cela nous rappelle que la responsabilité individuelle est primordiale pour bâtir des relations saines et authentiques. La guérison émotionnelle prend du temps, et se reconstruire pas à pas est un cheminement précieux. Il est vital de s'entourer de personnes qui se montrent dignes de votre confiance et respectent vos choix personnels. J'espère sincèrement que mon histoire pourra vous inspirer à identifier et à faire respecter vos propres limites. Souvenez-vous que votre force réside dans votre capacité à rester fidèle à vous-même, même quand c'est difficile. Prenez soin de vous, de votre bien-être et de votre avenir, car ils n'appartiennent qu'à vous. Chaque jour offre l'opportunité de cultiver la bienveillance, envers soi-même et envers les autres. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.